Vous êtes ingénieur en géologie. Est-ce que notre territoire est une zone sismique? Fort heureusement, non. Il faut dire que pendant mon cursus à Petrosi, à un moment, je me suis mise aussi à faire de l'aval. En tant que femme, bon, qu'est-ce que vous faites? Il faut que les femmes excellent dans leur domaine. C'est le travail qui fait toute la différence. C'est pas le bruit. Donc, quand on vous met sur un projet, que vous rendez les résultats, on vous pose des questions, vous répondez, tout de suite, ça change. En tant que seule femme, j'avais droit, je me rappelle, sur la plateforme d'Oman, j'avais droit à des privilèges du cuisinier qui me faisait des plats. Voilà, c'était pas facile parfois. Donc, toute chose, il faut aimer ce qu'on fait. C'est le lieu pour moi de dire aux étudiants, ceux qui embrassent les séries scientifiques, qui ont tendance à négliger les matières littéraires. Et mon père disait qu'un bon élève de C doit savoir s'exprimer en français, doit comprendre. Parce que le problème qui est posé, il faut pouvoir le comprendre et trouver la solution. Bien sûr. À ce poste, est-ce qu'il y avait déjà eu une femme? Vous êtes la première. Aujourd'hui, j'accueille Madame Mireille Chinyango Aka, une pionnière dans le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. Madame Aka occupe actuellement le poste de directeur de l'approvisionnement et du raffinage, mais surtout de la distribution à la Direction générale des hydrocarbures, devenant ainsi la première femme à accéder à cette position. Elle est également porte-parole du CIREX au sein du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Avec près de 20 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière, Mme Aka a débuté sa carrière à la Société nationale des pétroles de Côte d'Ivoire, en abrégé Petrosi, où elle a gravi les échelons, passant de chef de service géologie de développement à chef de département promotion du bassin sédimentaire. Ingénieure géologue formée à l'École nationale de l'industrie minérale de Rabat, elle a ensuite enrichi son parcours avec un exécutif MBA obtenu en 2020 à l'Université canadienne des arts, des sciences et du management d'Abidjan. Aujourd'hui, elle nous partage son parcours impressionnant, ses défis, ses réussites dans un secteur en constante évolution, mais aussi tout ce que nous devons savoir sur la tenue du CIREX, le Salon international de ressources extractives et énergétiques, une première historique en Côte d'Ivoire. Et ça démarre maintenant. Alors, bonjour Madame Aka. Bonjour Edith Brou. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous-même? Très très bien, surtout que je vous reçois et à l'entame donc du démarrage de ce podcast, je vous ai présenté et je pense que je présentais votre profil avec fierté. Vous êtes bardé de diplômes, mais de compétences hyper techniques dans un domaine qu'on pense traditionnellement masculin. Et en plus, vous êtes porte-parole d'un événement inédit en Côte d'Ivoire, le premier salon international des ressources extractives et énergétiques de Côte d'Ivoire. Comment on se sent à l'approche d'un événement pareil qui va se tenir du 27 novembre au 2 décembre? Comment on se sent à piloter tout ça et surtout à piloter toutes les personnes qui sont derrière la machine, ces hommes et ces femmes? Alors déjà, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer, de parler du CIREX, de parler du domaine des secteurs des mines, pétrole et énergie. Alors, comment on se sent? Stressé. Oui, forcément. Stressé parce qu'on veut bien faire. Oui. Et vous avez dit, je suis ingénieur, j'aime les détails, j'aime la finition parfaite. Et donc, on se sent stressé. Mais on se sent honoré déjà parce que monsieur le ministre, Mamadou Sangafoura Coulibaly, a bien voulu nous faire cet honneur de nous porter dans l'organisation du CIREX et de nous prendre comme porte-parole. Donc c'est une fierté et c'est un défi à relever. Et donc nous retroussons nos manches, nous nous activons pour la réussite de cet événement. À quoi doit-on s'attendre? C'est vrai que c'est inédit, c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de nouvelles concernant des découvertes dans le domaine du gaz, du pétrole, baleine. Bon, pour les Ivoiriens, on entend baleine, on entend d'autres noms assez spécifiques, ou kalao, le nom d'animaux et tout ça. Mais globalement, à quoi on doit s'attendre pendant cet événement? Alors, il y a 3 cibles. Il y a les professionnels, il y a les étudiants et il y a le grand public. Donc, pour chacune de ces cibles, il y a des attentes.
pour les professionnels des trois secteurs, bien évidemment, c'est le lieu de partager des expériences, de s'enrichir, de signer des contrats, tant en Afrique qu'internationaux. C'est pour les gouvernements de faire connaître leurs ressources extractives et énergétiques. Et pour les étudiants, c'est de rencontrer les professionnels du secteur, se projeter, faire des profils de carrière et pourquoi pas se faire recruter. C'est ça le but, surtout pour les étudiants. Ah oui. Et pour le grand public, c'est justement de connaître, de faire connaître ce secteur qui est encore vraiment méconnu. Oui. Ils seront amenés à visiter, par exemple, une maison solaire. Ah, OK. Une maison solaire grandeur nature, avec tous les équipements. Ils viendront voir, par exemple, des lingots d'or. On pourra toucher les lingots d'or? Parce que j'ai vu aussi qu'il y aura des diamants. Est-ce qu'on pourra toucher les diamants et les lingots d'or? Il y aura la sécurité. Il y aura la sécurité, on pourra déjà les voir. C'est déjà ça. OK. Il y aura aussi, on va dire, des ateliers bons réflexes pour savoir comment changer une bouteille de gaz, quel type d'ampoule utiliser pour avoir des économies d'énergie. Donc voilà. Donc chaque secteur, chaque cible a ses attentes. Et nous espérons pouvoir toucher justement chacune de ces cibles. Donc, du 27 novembre au 2 décembre, le parc des expositions sera rempli d'activités. Vous attendez comme ça combien de personnes, combien de participants au total sur cette période? Déjà, en projection. Déjà, l'auditorium du parc des expositions peut prendre jusqu'à 5000 personnes. Donc, nous attendons toutes ces 5000 personnes et plus. Oui. Nous avons la partie exposition, stand, où déjà nous avons plus de 200, 300 entreprises qui ont booké pour des stands. Nous attendons que le public se manifeste. Mais vraiment, les portes sont ouvertes samedi, dimanche. Et c'est gratuit, c'est accessible gratuitement pour le grand public. Alors, donc, je ne peux pas vous donner un chiffre. Nous attendons le maximum de personnes. Nous avons à ce jour plus d'une quinzaine de pays africains qui ont donné leur accord, des structures internationales qui viendront, et nous avons tous les compétiteurs du concours hackathon qui viendront. En tout cas, moi, je serai présente et je sais que vous, mes très chers abonnés, mes fidèles abonnés que je salue, vous serez certainement présents, en tout cas pour ceux qui sont à Abidjan. Ça sera l'occasion d'y être. Pourquoi pas de se rencontrer. J'y serai également. Il y aura énormément de professionnels. Vous posez beaucoup de questions en général sur ce secteur. Donc, ce sera l'occasion d'en profiter, d'y être, de me donner même des rendez-vous à des amis. Vous vous retrouvez là-bas. Vous pouvez voir, même si vous ne pouvez pas toucher les lingots d'or, vous pouvez voir des lingots d'or, vous pouvez voir des diamants et tout ça. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire. Oui, et ce que j'ai oublié, il y a après les dures journées de labeur, nous avons des side events. Nous avons le Cirex by Night, où justement, il y a des dîners, il y a des rencontres, il y a des cocktails. Donc voilà, tout est pris en compte. Et le samedi, il y a un tournoi de golf. C'est ouvert, on peut venir aussi. Oui, c'est ouvert. Le tournoi de golf est ouvert. Venez essayer d'apprendre. On sait qu'on se dit que c'est pour les debout en général, mais vous aussi, venez découvrir à quoi ça ressemble. Oui, moi je ne sais pas jouer au golf, mais j'y serai. Ce sera l'occasion. Ben oui. En tout cas, beaucoup d'activités sont prévues. Il y a des conférences également qui sont prévues. Je sais qu'il y a également il y a une conférence ministérielle aussi qui est prévue. Globalement, quels seront les thèmes qui seront abordés? Alors, effectivement, il y aura une conférence ministérielle juste après la cérémonie d'ouverture qui va réunir l'ensemble des ministres qui seront présents. Et il y aura 2 thèmes. Il y a le premier thème qui est, on va dire, le thème, les thèmes de transition, les thèmes actuels. Là. Oui. Donc, comment allier transition énergétique aujourd'hui. Et un autre thème qui est plus ou moins similaire, c'est les minéraux critiques. Donc, nous parlerons, enfin, les ministres parleront donc de ces minéraux critiques. Aujourd'hui, nous avons une demande croissante de nickel, de cobalt, de lithium, qui sont des minéraux qui sont utilisés aujourd'hui dans l'énergie verte, dans la fabrication de véhicules électriques et tout ça. Et donc, les ministres africains devront s'asseoir et penser politique et stratégie d'extraction de ces minéraux, mais à longue durée. Donc, c'est
extraction, production sur une longue durée pour que justement l'Afrique soit désormais au cœur de cette chaîne, cette nouvelle chaîne de valeur. Que l'Afrique soit le secteur, que l'Afrique soit l'acteur, pardon, à prendre en compte désormais dans les matières premières de cette énergie verte que le monde, vers laquelle le monde Se tourne. se tourne. Mais pourquoi on les appelle minéraux critiques? Alors, ils sont minéraux critiques parce qu'ils ont une importance capitale. Aujourd'hui, critiques, parce que d'abord, en termes de durée, ce sont des minéraux qui n'ont, comme toute ressource extractive, qui n'ont pas de durée pérenne, on va dire ça. Et critiques parce que justement, ce sont les minéraux essentiels qui rentrent dans la composition de ces nouvelles infrastructures, de ces nouveaux véhicules qui sont partout dans le monde, qui sont prisés. Voilà. Et qui nous amène vers une transition. On veut aller vers une transition verte. On veut être moins dépendant des énergies fossiles. Mais vous voyez qu'on a forcément besoin de ces énergies fossiles. Oui. Pour les produire, exactement. L'énergie verte. Voilà toute la problématique et voilà toute la vérité qu'il y a derrière cette transition énergétique. Oui. Il y a beaucoup d'enjeux, surtout pour nos États. Tout à fait. L'Afrique regorge de ressources, mais de ressources de matières premières inestimables. Et l'Afrique n'a pas encore produit, on va dire, le 10e de ses ressources. Wow. L'Afrique, en termes de pollution, contribue à seulement 4%. On n'est pas pollueur. Mais on n'est pas pollueur. Et on a encore nos ressources qui sont là. Et donc, justement, vous me permettez de parler donc de l'enjeu du Sirex. C'est comment continuer notre production de façon durable à ce que ça nous fasse des économies dans nos pays, mais en alliant protection de l'environnement. Voilà toute la problématique du Sirex, voilà tout l'enjeu. Nous avons besoin de produire nos ressources. La démographie de l'Afrique va continuer de croître. Et les besoins sont là. L'Afrique a besoin d'être électrifiée. L'Afrique a besoin de gaz pour l'électricité, pour la cuisson propre. L'Afrique a besoin de se déplacer. Donc, on a donc toujours besoin du carburant. Mais, bien évidemment, en faisant attention à notre environnement. Voilà. Ça s'annonce très passionnant. Les échanges s'annoncent très passionnants. Je sais que le public va se déplacer en masse parce qu'ils ont beaucoup de questions à poser aux experts. Ce sera l'occasion d'y être. Si vous ratez cette première édition qui est historique, vous devrez attendre jusqu'à la fin de l'année 2025 pour pouvoir encore avoir l'occasion de rencontrer des experts venant de la plupart des pays d'Afrique et qui seront présents à Abidjan pendant cette période. Et je voudrais ajouter que l'un des défis de ce salon, c'est qu'il allie 3 secteurs. C'est vrai que nous avons des salons propices à chacun des secteurs, mais c'est un salon qui va réunir les 3 secteurs, mines, pétrole et énergie. Et donc, pour les étudiants, pour le grand public, c'est le lieu où vous avez 3 en 1. Exactement. Où il faudra en profiter. Il faudra en profiter. Madame Aka, vous êtes directrice de l'approvisionnement, du raffinage et de la distribution à la Direction générale des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. C'est vrai que votre titre est long, mais je pense qu'il est, au regard de ce que j'ai cité aussi, assez critique en termes d'importance aussi pour notre pays. Au quotidien, comment se matérialise le fonctionnement donc, de votre poste? Quelle est la part de l'approvisionnement, la part du raffinage et de la distribution dans les tâches que vous gérez au quotidien à cette Direction générale des hydrocarbures? Alors, je dirais tout de suite 100%. Ah oui. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays, c'est vrai que certains aspirent à être un pays pétrolier. Moi, je dirais que la Côte d'Ivoire est un pays pétrolier. Nous avons de grandes découvertes. Vous avez parlé il y a peu de calao, de baleines. Ce sont nos découvertes d'hydrocarbures. Et
nous avons justement le souci que chaque Ivoirien reçoive les produits pétroliers comme il faut. Et donc, ma direction, la direction que j'ai à charge, a le devoir d'approvisionner toute la Côte d'Ivoire en produits pétroliers. Tous les jours. Tous les jours. À aucun moment, il doit manquer du gaz. À aucun moment, il doit manquer du super, du gasoil, du fioul, etc. Pression. Oui. Et toutes les zones, aussi éloignées qu'elles soient, doivent être approvisionnées. Wow. Oui. Nous avons besoin, quand vous vous levez, vous avez besoin de faire de la cuisine. Le GPL, le gaz, doit pouvoir être disponible. Et justement, l'un des points essentiels, c'est que de cette transition dont on parle, c'est qu'aujourd'hui, on veut passer au fait que toute la Côte d'Ivoire, dans les hameaux les plus lointains, tous les ménages aient accès à ce gaz, ce GPL qui est la cuisson propre, pour que justement on puisse se débarrasser, on va dire comme ça, de nos charbons qui sont polluants, mais qui en plus déciment toutes nos forêts. Voilà. Donc, ce GPL doit être accessible à tous les endroits de la Côte d'Ivoire. Le raffinage, oui, une fois que le produit est extrait des plateformes, il faut le raffiner parce que ce n'est pas le pétrole brut qui est utilisé dans nos ménages ou dans nos véhicules. Mm-hmm. Voilà, donc il est raffiné. Et donc, on a à charge cette fonction de suivre les activités. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une raffinerie, une très grande raffinerie, qui alimente justement toute la sous-région en produits pétroliers. Nous avons le Mali, le Burkina qui sont servis. Et nous avons aujourd'hui la SMB qui produit du bitume au Ghana. Donc, voilà. Et puis, donc, après l'approvisionnement, le raffinage, nous avons toute la distribution. Donc, comme je l'ai déjà dit, la distribution partout, sur toute l'étendue du territoire. Vous travaillez avec toutes les sociétés, toutes les sociétés qui ont en charge cette distribution. Voilà. Vous supervisez. Nous supervisons leurs activités en nous basant sur les textes réglementaires. Oui. Qui respectent ces tests, doivent respecter ces tests réglementaires. Et ça, c'est très important. On met un point d'honneur à ce que la réglementation soit respectée. Voilà. La préoccupation aussi des Ivoiriens, vous avez parlé de la CIR, donc la Société ivoirienne de raffinage. La Côte d'Ivoire produit du pétrole, produit du brut. Du brut. Elle raffine ce brut qu'elle produit? Non. Non. La Côte d'Ivoire ne raffine pas son brut. OK. La Côte d'Ivoire exporte le brut. Parce que la raffinerie, initialement, a été construite. Au moment où elle avait été construite, on n'avait pas encore nos grandes découvertes. Donc, on importait du pétrole et on continue principalement du Nigeria. Mm-hmm. Et donc, il y avait un projet de construire une deuxième raffinerie pour pouvoir raffiner notre pétrole. Donc, c'est en réflexion. Mais pour l'heure, notre pétrole est exporté et nous importons du pétrole des pays de la sous-région et que nous raffinons dans notre raffinerie ici. Donc, les découvertes récentes comme baleine sont majeures. Je veux dire, lorsque ça va réellement rentrer en production et qu'on va avoir suffisamment de pétrole, on n'aura plus besoin, forcément. Après ça, c'est mon œil de néophyte. Alors, justement, d'importer du brut. Exactement. L'importance de ces découvertes, c'est que ça nous permet donc de réduire cette importation, qu'on soit moins dépendant de l'importation. Nous avons le gaz qui va être extrait de nos gisements, qui va être directement utilisé ici dans nos industries, dans le secteur d'électricité. Et donc, voilà. Donc, effectivement, ça fait une plus-value et c'est pourvoyeur, c'est source de richesse pour la Côte d'Ivoire. Voilà.
Est-ce qu'on a les Ivoiriens aiment bien ça, hein, est-ce qu'on a une date, une projection effective en termes de disponibilité et pour Calao et pour Baleine en termes de production réelle, par Alors, exemple? oui, oui, mais aujourd'hui, Baleine est déjà en production. Mhm. Baleine est déjà en production. La phase 1, la production de baleine a été différente en plusieurs phases. Donc, la phase 1 est déjà entamée. La phase 2 va commencer très bientôt. Et quand on parle de phase, alors il s'agit donc de forer des puits qui vont permettre d'accroître la production. Donc, on commence tout doucement avec certains puits pour voir comment réagit le réservoir. Et puis après, on atteint une vitesse de croisière. C'est comme ça. Et pareil pour Calao, donc le plan d'évaluation de Calao. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un gisement, quand on a une découverte, il faut faire d'abord ce qu'on appelle un puits d'évaluation Oui. pour s'assurer que le gisement est vraiment bien cerné, qu'on a toute son étendue, son extension. Et c'est après ça qu'on envisage, on pense à un plan de développement. Donc voilà, ce sont les étapes qu'il ne faut pas rater. On peut le faire de façon un peu plus accélérée, mais ce sont des étapes à respecter. À ce jour, quelle est la capacité de Baleine et quelle est la capacité de production, hein, de Baleine et la capacité de production de Calao? Alors, la production de baleines est estimée à 2,5 milliards de barils. Waouh! Oui, 2,5 milliards de de barils. et 3,3 milliards de pieds cubes de gaz. Pied cube, ça correspond à quoi exactement? C'est la quantité, hein, Ah oui, pour c'est le la gaz, quantité oui. de Ouais. gaz. Mhm. Bon, je ne sais pas comment Oui, convertir, oui, mais bon, oui. C'est énorme. oui. Ah non, ça porte bien le nom baleine. Ouais. Ah non, ça porte bien le nom baleine. Et donc, à l'horizon 2027, on pense à atteindre 150 000 barils par jour. Énorme. Aujourd'hui, nous sommes on va dire, autour de 40 000 barils jour, 40-50 000. À l'horizon 2027, On va doubler ça. on va tripler Mhm. la production journalière. Et donc, voilà. Et donc, on sera moins dépendant. On sera moins dépendant. Et on peut même envisager donc notre entrée à l'OPEP. Pourquoi pas? Mais c'est envisageable, Mais totalement. Oui, mais oui. À ce niveau, à ce stade, avec ces gisements, et je me dis, c'est vrai que tout et est on toujours à aura l'outil encore d'autres découvertes. Il y a des découvertes qui sont encore dans le pipe. Il y en a qui attendent d'être développées, d'être produites. Mais il y a des découvertes. Le bassin sédimentaire ivoirien, mais il est très prolifique. Il est riche. Il est super riche. J'ai vu sur une carte les filons le filon sédimentaire, si je ne me trompe pas, hein, j'essaie de comprendre. Sur une carte, dans la sous-région ouest africaine, en tout cas, pour ce filon aurifère, je crois que c'était le filon aurifère, vous allez me donner un peu plus de détails, que la Côte d'Ivoire concentrait par rapport aux autres pays, en tout cas frontaliers, beaucoup plus de réserves en or et d'autres matières. On est un pays riche. Mais oui. Alors, donc, vous voyez la dernière découverte aurifère qui a été faite en Côte d'Ivoire, le gisement Koné, c'est un gisement de classe mondiale. Wow. Et justement, effectivement, le sous-sol ivoirien est riche. Et le CIREX est l'occasion de présenter la richesse de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, se veut être le hub de la sous-région en termes énergétiques et extractifs, en ressources énergétiques et extractives. Et justement, nous avons les richesses, justement, qu'il faut pour être ce hub. Nous avons déjà commencé à alimenter les pays voisins, mais ça va s'accroître encore avec toutes les richesses. Alors, donc, la Côte d'Ivoire a mis en exploitation la plus grande centrale solaire photovoltaïque de la sous-région. Et s'est installée à Bundiali. Donc, pour résumer, la Côte d'Ivoire a la plus grande centrale solaire régionale. Ouais. La Côte d'Ivoire a un gisement de classe mondiale, un des plus grands de la sous-région. La Côte d'Ivoire a découvert Baleine, la Côte d'Ivoire a découvert Calao, les plus grands gisements. La Côte d'Ivoire est lancée. L'avenir s'annonce radieux. Ah oui, l'avenir s'annonce radieux dans les secteurs mines, pétrole et énergie. Et justement, cet avenir, le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a bien cerné ça. Tout de suite, la vision a été donc de faire
des ressources extractives l'un des piliers de la nouvelle croissance économique de la Côte d'Ivoire. Et donc, sous la houlette de Monsieur le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, nous avons vu tous ces enjeux, il a vu tous ces enjeux, donc justement pour montrer le potentiel de toute la Côte d'Ivoire. Et ça sera l'occasion, encore, excusez-moi, de faire toujours le lien avec le CIREX, ça sera l'occasion de montrer toutes les richesses que la Côte d'Ivoire a, toutes les richesses dont la Côte d'Ivoire regorge pour nous affirmer comme hub énergétique de la sous-région. Vous avez anticipé même ma question et ma préoccupation par rapport au fait que les ressources extractives et énergétiques donc, peuvent devenir le deuxième pilier de l'économie ivoirienne. Et je crois que la directrice générale de Petroci en parlait dans une interview sur Jeune Afrique, faire de ce secteur un secteur stratégique pour l'économie ivoirienne. Est-ce qu'on a une idée de l'apport donc, de ce secteur dans l'économie ivoirienne et en termes de projection, l'apport ce secteur pourrait avoir dans les prochaines années, par exemple? D'accord. Alors, c'est vrai que je ne vais pas m'hasarder avec les chiffres de PIB, mais déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce à sa diversification, est aujourd'hui parmi les 10 premiers pays africains en termes d'économie. La Côte d'Ivoire est classée 9e parce que justement, la Côte d'Ivoire avait son économie uniquement axée sur l'agriculture. Aujourd'hui, la diversification qui est surtout due au secteur énergétique et extractif, qui a un poids, qui a misé, qui a permis justement aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de se hisser et d'être parmi les 10 premiers pays africains. Alors donc, oui, et l'avenir est prometteur. Avec tous ces gisements dont j'ai parlé, l'avenir est prometteur. Donc la Côte d'Ivoire va se hisser encore plus haut et va se faire entendre. Et elle va être moins dépendante de l'agriculture, on va dire des piliers traditionnels qu'on connaît, le cacao, les VA. Qui restent toujours, bien sûr. Mais je pense qu'il faut anticiper aussi l'avenir. On parle de changement climatique, on parle de vieillissement des vergers. On a des ressources immenses dans notre sous-sol et qui permettent d'attirer énormément d'investissements étrangers, qui permettent également de créer des emplois. Et parlant donc d'emplois, comment les Ivoiriens, en tout cas ceux qui regardent cet épisode en ce moment, spécial ressources énergétiques et ressources extractives, comment les Ivoiriens, parce qu'en général, ils vont te dire... Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Ces découvertes, oui, baleine, calao. Mais moi, comment je le ressens dans le panier de ma femme ou bien dans mon panier même, parce que oui, vous faites aussi le marché, chers hommes. Comment je le perçois dans mon quotidien, dans mes revenus? Est-ce que moi, Ivoirien, je peux profiter de toutes ces découvertes et de quelle manière? D'accord. C'est une question, effectivement, qui revient. Une question qu'on nous pose très souvent. Ben, vous êtes au ministère. Comment nous, on gagne? Qu'est-ce que l'Ivoirien lambda gagne dans toutes ces découvertes? Ce que vous devez savoir, c'est que le fait d'avoir ces découvertes, ça crée des emplois. Ces découvertes attirent des investisseurs qui viendront en Côte d'Ivoire. Ils vont créer des structures, vont créer des sociétés, ils vont produire et ça va créer des emplois. Donc, on aura un taux de chômage qui devra être réduit. Et autre chose aussi, c'est que par région, donc une fois que ces investisseurs s'installent dans telle ou telle région, ils ont le devoir, avec les accords et les textes réglementaires qu'on a, ils ont le devoir de faire du social dans ces régions. Donc, il y a des écoles qui sont créées, des centres de santé qui sont créés et il y a aussi la loi du contenu local qui fait qu'aujourd'hui, quand une société s'implante, elle a le devoir d'utiliser les sociétés ivoiriennes, les sociétés de services, d'utiliser des Ivoiriens, de les former
à un certain pourcentage, d'utiliser les Ivoiriens à un certain pourcentage. Et donc, ça crée, comme je dis tout à l'heure, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Et donc, la loi du contenu local est une loi qui est venue à point nommé dans ce contexte de découverte pour montrer qu'effectivement, nos ressources sont là, mais c'est l'Ivoirien d'abord qui doit pouvoir en profiter. En termes de pourcentage de répartition, comment on s'arrange, on est sûr que effectivement les entreprises locales ivoiriennes seront effectivement sélectionnées par ces entreprises étrangères qui viennent faire du travail d'évaluation, de recherche, d'extraction. Comment on est sûr que grâce à cette loi sur le contenu local, de nombreuses entreprises ivoiriennes, de nombreux professionnels ivoiriens seront associés au développement de ces entreprises? Alors, justement, la loi du contenu local a permis de créer un cadre. Donc, quand vous allez sur le site du ministère, vous avez une plateforme qui vous permet d'accéder à tout ce qui est information sur le contenu local. Donc, les entreprises ivoiriennes sont invitées à s'inscrire, à postuler. OK. Donc, elles s'inscrivent, elles vont acquérir des agréments dans les différents services. Et les sociétés multinationales, multi-internationales qui viennent, dans les contrats, il est précisé que si vous avez besoin d'un prestataire de service, vous devez, d'abord les sociétés, elles-mêmes, elles doivent s'inscrire et elles ont obligation, dans les contrats, comme je l'ai dit, de prendre ces entreprises qui ont des agréments qui sont listés dans le portail du contenu local. Donc, voilà comment on s'assure. Et tant qu'on n'a pas, on va dire, ces entreprises internationales n'ont pas recruté les sociétés ivoiriennes, elles n'ont pas cet agrément. Donc, déjà, il faut qu'on ait dans votre contrat établi les services que vous voulez offrir à la Côte d'Ivoire et les services que la Côte d'Ivoire peut vous offrir, les activités que nos structures ivoiriennes peuvent offrir. Et donc, vous avez le devoir de les employer et non de faire venir des expatriés. Il peut y avoir des domaines où, effectivement, on n'a pas les compétences. Ils ont le devoir de faire venir des gens, mais la condition, c'est qu'ils forment des locaux. Donc, transfert de compétences obligatoire. Obligatoire. Est-ce Pour que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne soit plus obligé de faire venir encore des expatriés. C'est le but. On a des universités comme l'université de Mans, l'université de Cocody, la plupart des universités en Côte d'Ivoire et des grandes écoles aussi qui forment des profils dans les mines, la géologie, également le pétrole et aussi. Et chaque année, on a des étudiants donc, qui sortent sur le marché du travail. Et qui sont très bien formés. Ils sont très bien formés et qui ont besoin de débouchés. Il y en a aussi des entrepreneurs qui aimeraient bien se lancer dans ce secteur. Tout à fait. Et qui ont besoin d'opportunités aussi. C'est ça. Et savoir que cette loi existe, elle existe depuis juin 2022. Oui, c'est ça. Et son décret d'application depuis 2023. OK. Voilà. Et donc, elle permet d'obliger donc, les entreprises qui souhaitent se lancer d'avoir dans leur contrat des prestataires ivoiriens. Et d'être conditionnées à cela. Oui. Chaque année, c'est remis en cause, les contrats, on vérifie. Oui, sont vérifiés. Il y a un contrôle qui est fait pour s'assurer qu'effectivement, tel pan a été pris en compte. Et oui, effectivement. Les opportunités sont là. Vous allez sur le site du ministère des mines de l'énergie. Vous êtes prestataire dans ce domaine ou bien dans d'autres domaines. Hein. Même si ce n'est pas forcément dans le domaine des mines. Non, on peut, par exemple, nourrir les employés. Exactement. Il faudrait même mettre l'accent là-dessus. Oui. Ce n'est pas uniquement le secteur. La restauration sur les plateformes. Oui. Ça se fait, par exemple, au Ghana. Une plateforme qui vient s'installer au Ghana. Ils vont recruter des cuisiniers ghanéens. En Côte d'Ivoire, on est en train de faire ça. Oui. Des traiteurs. Même donc, les uniformes. Oui, bien sûr. Les services de nettoyage, de maintenance, oui. Les sociétés de cimenterie et tout ça, oui. Tout ce qui rentre dans, on va dire, la production. Voilà. Les opportunités sont présentes. Et justement, en plus de la plateforme, ils sont invités à venir justement au CIREX parce qu'il y a un thème qui va parler donc de contenu local. Oui.
Donc, en plus de toutes les autres conférences spécialisées, conférences et panels spécialisés des secteurs, nous avons des termes transversaux comme le contenu local, comme les projets, les financements. Voilà, donc c'est le lieu de venir apprendre, de savoir comment ça se passe et de rencontrer des pairs et discuter. Voilà. Est-ce qu'on a une idée, on va en profiter en même temps dans cet épisode, du nombre d'entreprises ivoiriennes qui évoluent dans le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie? Est-ce qu'on a au-delà des entreprises d'État comme Petroci, bon, on a Petro-Ivoire également, on a d'autres, mais est-ce qu'on a une idée des PME locales des PME locales, en tout cas ivoiriennes, qui sont dans ce secteur? Alors, on en a pas mal. Dans le secteur mine et énergie, je ne vais pas m'aventurer. Souffrez que ce soit ainsi. Je suis géologue, je suis dans le domaine des hydrocarbures. Mais dans le domaine des hydrocarbures, nous avons pas mal de sociétés qui se sont concertées en consortium justement pour être plus fortes. Oui. Et donc, justement, ils seront invités à ce panel du contenu local pour montrer leur expérience, comment ils ont été recrutés, comment ça a permis de faire connaître leur société, comment aujourd'hui ils se projettent. Oui. Donc, oui. Vous évoluez au sein de ce secteur d'activité dans lequel on ne voit pas beaucoup de femmes. C'est clair que c'est dommage, mais peut-être que c'est un manque d'information, c'est un manque d'ouverture aussi. Comme je disais à l'entame de l'émission, c'est un peu opaque. Déjà, vous, comment, Madame Aka, Comment on atterrit là? Voilà, comment vous avez atterri là? Comment vous êtes dit, oui, j'ai envie de travailler dans ce secteur d'activité? Bon, il y a beaucoup d'argent aussi, mais la formation que j'ai faite me permet donc de proposer mes compétences. Mais comment vous avez décidé déjà de vous intéresser à la géologie? Très jeune, certainement. Pourquoi ça vous a passionné? Et comment s'est déroulé votre parcours scolaire et universitaire jusqu'à arriver à la direction, à la DGH? Alors, cette question me fait toujours sourire parce que quand j'étais petite, je ne me projetais pas du tout. Alors, si je vous dis ce que je voulais faire, On veut tout savoir. je voulais être pâtissière. C'est à l'oppo. Je dirais même pas 360 degrés de... C'est 3 fois 360. 3 fois. Je voulais être pâtissière, j'avais les gâteaux, j'avais Ouais. une passion. Je voulais Ça, être c'était vers pâtissière. quel âge comme ça? Alors, ça, c'était 7 ans, 8 ans. Ok. Et puis après, il y a un flou, on ne sait pas trop. Bon, on va plus à l'école pour faire plaisir aux parents. Et puis, on a le bac. On hésite. C'était une filière scientifique. C'était C ou D? Oui, alors j'ai eu un bac série C au lycée scientifique de Yamoussoukro. Il faut dire que, bon, peut-être que j'avais des prédispositions, mon père étant enseignant de mathématiques. Ah oui. Ça aurait pu. Il y avait une base déjà aussi. Mais je dis, il faut vraiment aimer en fait. Un élève de série A peut aimer les matières scientifiques et puis se donner. Exactement. C'est pas fermé. C'est pas compartimenté. Voilà, moi je suis contre le fait qu'on dise que tu as fait une série C et D, il faut être dans tel, il faut aller faire un cycle ingénieur et tout ça. C'est vrai que ça donne des prédispositions, mais il faut vraiment aimer la chose. Il y a des gens qui ont commencé des séries, qui ont un cycle ingénieur et puis qui ont tout lâché pour faire leur passion, la bijouterie. Moi, oui, et le stylisme. Ah, mais oui. Dans le stylisme aussi, il y a beaucoup de personnes, banques, finances, qui ont fait un virage. Pour vous dire la vérité, moi, à ma retraite, je n'ai pas l'intention de faire des contrats pétroliers. Je veux aller faire ma passion qui est justement... On retourne en pâtisserie? Non, on ne retourne pas en pâtisserie. L'organisation d'événements, oui, j'aime ça. Ah. La décoration. Donc, on se retrouvera dans quelques années. Oh, c'est pas si loin que ça. Vous êtes très jeune. Oh non, merci beaucoup. Alors, pour en revenir au sujet, donc, les parents voulaient que je sois médecin. OK. Vous savez, voilà, on veut toujours un médecin dans la famille. Et puis, encore une fois, comme je dis, il faut aimer la chose. Je ne me sentais pas... Je ne sentais pas la chose. Oh, vous savez, la médecine, il faut vraiment aimer. C'est beaucoup d'années, c'est de la passion. Il faut vraiment aimer, je ne sentais pas.
Et puis, donc, je me suis quand même engagée et puis je me suis fracassé le nez proprement. C'était en tronc commun ou bien en tronc commun. Ouais. C'est vrai que c'était dur le tronc commun. Fracassé le nez, je pèse mes mots. Et donc, je me suis rabattue vers la filière CBG, chimie, biologie, géologie. Je sais pas trop si ça existe encore. Et donc, chimie, biologie, géologie, donc on a les trois. On fait de la chimie, on fait de la biologie. Et dans la biologie, je vois qu'on dissèque les crapauds, il y a les serpents. Ça, c'est pas pour moi. Donc, j'imagine même déjà que la vue du sang... Non, c'est pas pour moi parce que ça me rappelle la médecine, plus ou moins. Exactement. C'est pas pour moi. Ouais. Et je commence, avec les cours de géologie, je commence à aimer la géologie que j'aimais déjà plus ou moins au lycée. OK. Parce que la création de la Terre, Oui. la tectonique des plaques, comment on était un seul continent, et puis ça s'est séparé. Je voulais comprendre comment les hommes, les premiers hommes, comment ils ont été créés, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'était quelque chose que je voulais comprendre. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à éprouver de la passion, reconstituer l'histoire de la Terre. Donc, quand on arrive dans une région comme le bassin sédimentaire ivoirien ou d'autres bassins sédimentaires, comment se sont constituées les choses, comment ça s'est ouvert, comment les formations se sont mises en place, comment le pétrole s'est mis en place. C'est ça. La passion a commencé à naître. Cette passion. Et donc, naturellement, je me suis orientée. Donc, quand on fait de la géologie, on a plusieurs dérivés. Hein. On peut faire de la géologie marine, on peut faire de la géologie terrestre, on peut être pédologue, on peut être... spéléologue. Je vais pas y arriver. Je vais chercher après. L'étude de la Terre, la Terre superficielle. Et donc, comme je dis, il y a plusieurs filières. Et moi, j'ai voulu faire la géologie, on va dire, pétrolière. Donc, la mise en place du pétrole, comment il est formé depuis des millénaires, depuis et pourquoi aujourd'hui on arrive à l'avoir, comment il est cerné. Vous savez, le pétrole, c'est quelque chose de rare. À la limite, même, j'ai envie de dire, des fois mystique. Moi, j'aime pas les choses qu'on trouve comme ça. Facilement. Peut-être que c'est ma formation d'ingénieur, mais il faut fouiner, il faut challenger, il faut se challenger, il faut aimer les défis. Donc, effectivement, comment mettre en place, faire les études pour pouvoir le trouver. Des fois, comme on dit, on tape poteau. On ne trouve pas. Ah non. La probabilité sur 10 puits forêts, c'est un seul. Donc, c'est pour ça que les investissements coûtent énorme. Aussi cher. Et c'est pour ça parce qu'on n'est pas sûr de trouver. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut faire le maximum d'études avant d'implanter un puits. Parce que on va dire, c'est vrai qu'en termes de données, il permet d'avoir des données, mais ce n'est pas ce qu'on recherche à la fin. Il faut qu'on puisse extraire le pétrole. Et donc, c'est ce petit côté où il faut creuser, voilà. Et donc, c'est vraiment, encore une fois... Il y a la joie de la découverte aussi. La joie de la découverte. Qui n'est pas forcément certaine. Et quand on découvre, on est heureux, oui. Un puits sur 10. Donc, c'est une joie, c'est une fierté d'avoir contribué à l'implantation d'un puits et d'avoir découvert. Non, on ne peut pas imaginer. Donc, le stress, quand vous allez sur une plateforme, quand on arrive dans la zone réservoir, est-ce qu'on va trouver du gaz? Quand on a les premiers indices, c'est la joie qui monte. Les patrons qui sont à terre, qui attendent, des fois, c'est nuitamment, on veille. Donc, c'est toute une passion. J'en parle, je suis heureuse. Ça se lit dans vos yeux, en fait. Donc, il faut être passionné. Vivez, il faut, voilà. Donc, la géologie, et pour répondre à votre question, c'est pas fermé. C'est vrai que c'est un secteur, pendant longtemps, qui a été réservé aux hommes parce que les femmes, peut-être, voulaient des voies un peu moins contraignantes, on va dire. Est-ce que ce n'est pas chronophage? Est-ce que ça ne prend pas du temps? Si, ça prend du temps. Les études prennent du temps. Mais combien d'années en moyenne? Alors, donc, déjà, jusqu'à la maîtrise, c'est 4 ans, 4-5 ans. Après, il faut faire un cycle ingénieur, 1 à 2 années.
Et puis, après, il faut se spécialiser, donc faire des certificats. Voilà. Donc, c'est moins long que la médecine. C'est clair. Donc, s'il y a des femmes qui embrassent la carrière de médecin, elles peuvent toutes Aussi, embrasser, voilà. faire la carrière de géologue. Exactement. Voilà. Peut-être qu'une chose aussi qui a été un frein, les contraintes, aller sur une plateforme, par exemple. C'est vrai que pour les femmes, ce n'est pas évident. Il faut rester combien de temps? Parce que vous en parliez de la joie de la découverte. Donc, vous étiez sur des plateformes pétrolières. Oui. Ça demande de rester 3 combien semaines, de temps? 1 3 mois. semaines. OK. Voilà, coupé de la famille, terrestre, du la famille. monde. Oui, parce qu'on est surtout les plateformes qui sont en mer, offshore. Vous êtes coupé du... Voilà, quoi. Et C'est puis passionnant. le risque Oui. qu'il y a que la plateforme explose. Non. Ah oui. Ah oui, il y a un risque. On est Mais c'est de vrai combien que- en pourcentage? Heureusement que ce n'est pas élevé. Oui, OK. Heureusement que ce n'est pas élevé. On va dire ces dernières années ou ces dernières décennies, on a eu juste la plateforme de BP C'était où? Ah oui, ça c'est aux aux États-Unis. États-Unis, oui, Voilà. qu'il y avait, oui. Donc, Il y a eu même un film là-dessus, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez que en termes de statistiques, ce n'est pas élevé. Par contre, c'est catastrophique. Catastrophique en termes de Environnement. vie humaine, Oui. catastrophique en termes d'infrastructure, catastrophique en termes de pollution. Donc, c'est vraiment à éviter. Mais, donc, cette contrainte de femme où il faut aller oublier les talons, Ouais, c'est oublier clair. les robes, donc C'est clair. combinaison, chaussures de sécurité, Ah pas bah oui. sexy du tout. Bah, du tout. Ah non, du tout. Et c'est pas recommandé d'être sexy parce qu'il ne faut pas distraire les gens. C'est ça. Chacun doit être très concentré parce que chacun a une opération à faire sur la plateforme. Mhm. Donc, ce n'est pas le but d'aller se jouer Ouais, les ouais. séductrices. Ouais. Mais vous êtes à fond, vous êtes concentré. Ah oui, il faut être concentré. Il suffit d'une minute d'inattention et puis le pire est arrivé. Donc, Une il y a minute d'inattention. chacun a son poste. Chacun a sa tâche définie à l'endroit qu'il faut. Il faut savoir à tout moment à quel endroit où je suis, quelles sont les issues de secours, il faut savoir. Il faut être en permanence en alerte sur une plateforme. Wow. Oui. On est les plateformes sur lesquelles vous étiez, par exemple, au large de la Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays? Alors, au large de la Côte d'Ivoire, et puis, en son temps, Petrosi envisageait d'acquérir des blocs, on appelle ça comme ça, des blocs pétroliers à l'extérieur. Donc, j'ai travaillé sur ces projets. Et donc, j'ai eu la chance d'aller en Oman. En Oman. Oman. OK. Et donc, Ça, c'est au Moyen-Orient. Moyen-Orient. Oui. Donc, j'ai été sur une plateforme au Moyen-Orient. J'ai fait 3 semaines là-bas. La seule femme sur la plateforme, je me rappelle, 170 personnes sur la plateforme, la seule femme. Ça fout un peu le bout. Comment se passe la collaboration comme ça? Je veux dire, les échanges, la fluidité. Est-ce qu'on n'est pas aussi victime de blagues sexistes, Si. de remarques non, sexistes? Non. Alors, les remarques, ils n'ont pas le droit. OK. Ils n'ont pas le droit d'avoir des remarques. Il suffit d'une seule plainte, on les dégomme. OK. Oui. C'est très bien réglementé. Oui, c'est très bien réglementé. Et ça protège les femmes Par qui sont contre, dans ce secteur. ils peuvent avoir des appréhensions. Donc, c'est dès le départ, vos prises de parole, vos interventions, tout de suite. On vous étudie par on rapport vous- à ça. Voilà, Est-ce que vous êtes compétente? exactement. Et ça change tout. Après, c'est le respect qui s'impose sur les 3 semaines. J'avais droit, en tant que seule femme, j'avais droit, je me rappelle, sur la plateforme d'Oman, j'avais droit à des privilèges du cuisinier qui me faisait des plats, Ouais. voilà. C'est Non, des pour petits vous mettre à avantages. l'aise Oui. aussi et tout. Parce que, bon, mine de rien, c'est intimidant aussi d'être coupé comme ça du monde pendant 3 Exactement. semaines. Et pas d'être la seule d'Ivoirien, femme. pas d'Africain, rien. d'Africain et hein. tout. On parle anglais, on parle C'est un secteur où on parle beaucoup anglais aussi. beaucoup anglais. C'est un secteur. Les étudiants. Oui. Tous ceux qui sont bons en anglais. Et justement, c'est le lieu pour moi de dire aux étudiants, ceux qui embrassent les séries scientifiques, qui ont tendance à négliger les matières littéraires. Et mon père disait qu'un bon élève de C doit connaître, doit savoir s'exprimer en français, doit comprendre. Parce que le problème qui est posé, il faut pouvoir le comprendre et trouver la solution. Bien sûr. Ah oui. Et voilà, tous ceux qui ont négligé l'anglais rattrape. Hein. C'est la langue du business, la langue du business, la langue internationale. C'est la langue qui nous permet de voyager Exactement. et de faire des affaires C'est aussi. ça. En Côte d'Ivoire, les plateformes pétrolières, plateformes offshore, elles se trouvent à combien de kilomètres du large en Alors, général? on a eu plusieurs gisements. On a
On a des gisements, on va dire, à shallow water, c'est-à-dire très proches, Mhm. 30 km. Puis il y en a qui sont vraiment plus éloignés, 200, 300 km. Donc, on a tout. Et sur Baleine, je crois que c'était plus de 200 km Des côtes, hein. des côtes. Ah, ok. Peut-être un peu plus. Oui. On gagne bien sa vie dans ce secteur. La question qui C'est le tue. pétrole. Le C'est pétrole. le pétrole. On avait l'habitude de dire le pétrodollar. Yes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de risques. Mhm. En fait, c'est un secteur qui a beaucoup de risques. Et donc, le risque, il faut qu'il se compense quelque part. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est relatif. Il y a des secteurs qui sont plus juteux. Oui, il faut juste les trouver. Mais bon, on ne se plaint pas. On va Parce que dire ça. c'est beaucoup de compétences, bon, des compétences qui sont parfois difficiles à trouver. Il y a différents types de ça. métiers aussi C'est dans ça. dans ce domaine. Moi, j'ai découvert le métier bon, soudeur, j'en avais entendu parler. Mhm. Nous, quand on entend soudeur, on pense aux soudeurs dans les garages et tout. Tout à l'heure, on parlait de sociétés prestatrices de Mhm. services. Mhm. Les sociétés qui font justement du soudage Oui, peuvent s'inscrire sur la plateforme du contenu local parce que justement, c'est les sociétés qui vont travailler sur les plateformes et tout ça, oui, sur les bateaux d'acquisition. Oui. Donc, et ça paye bien. ah oui, c'est censé payer bien. Il y a plein de métiers dans ce domaine. Oui, il y a beaucoup de métiers. Ça regorge de différentes spécialités et les gens peuvent se spécialiser. Aujourd'hui, il y a différents types de géologues. Mm. Il y a une association de géologues, une association mondiale de géologues, il y a toutes sortes de corps de métiers. Aujourd'hui, il y a des avocats géologues, il y a des financiers géologues, il y a des informaticiens géologues. Parce que, oui, pour pouvoir mettre les applications et les logiciels, pour pouvoir les implémenter, pour pouvoir les créer, il faut à la base comprendre les process. Donc, ce sont des géologues qui se tournent vers l'informatique, par exemple. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. En fait, il y a de la spécialisation. Parce que là, quand vous parlez d'avocat géologue, c'est pas la première chose à laquelle, certainement, hein, On pense. les jeunes juristes Ben qui oui. commencent leur carrière pensent. C'est vrai que de plus en plus, bon, même c'est peut-être un peu rare, juristes multimédia, Ben avocats oui. spécialisés en multimédia, vu que de plus en plus, c'est des secteurs qui se développent, mais on n'y pense pas Ben forcément. oui. Mais Une avocat société géologue, pétrolière a forcément besoin d'avoir des juristes en son sein oui, spécialisés. spécialisés. Parce que quand on reste financier ou juriste Oui. et qu'on n'a pas une idée de ce qui se passe, parce qu'à la base, une société pétrolière, elle est d'abord pétrolière. C'est ça. Et puis, donc, il faut avoir des connaissances. C'est vrai qu'on peut être juriste ou financier et puis venir et se former, Mhm. mais c'est aussi l'inverse est plausible. Être géologue et puis aller se spécialiser dans les finances ou dans les lois. Voilà. C'est passionnant. Mais oui. Vous avez commencé à Petrosi, Mhm. si je ne me trompe pas, en 2004. Mhm. Quelles expériences chez Petrosi vous ont le plus marqué et surtout vous ont le plus préparé à vos futures responsabilités, à vos responsabilités surtout actuelles? Alors, à Petrosi, quand j'ai commencé, on était vraiment en sous-effectif. À la direction exploration, on était en sous-effectif et il y avait beaucoup de projets. Donc, tout de suite, on vous responsabilise sur un projet parce qu'on n'est pas nombreux. On ne peut pas se cacher derrière tel ou vous dire, bon, moi, je ne fais pas. Vous êtes le seul géologue de tel projet. Vous êtes lead. Vous êtes lead, vous prenez vos responsabilités. Donc, ça suscite déjà des choses, une prise de responsabilité. Il y a eu le fait que mes supérieurs, mes patrons en son temps, et un en particulier que je salue au passage, m'a fait faire beaucoup de présentations. Donc, il a dit, tu finis un projet, tu viens nous le rendre. C'est toi qui as fait le projet, c'est toi qui as travaillé dessus, tu viens nous le rendre, tu viens nous le restituer. Donc, ça favorisait la prise de parole. Vous n'êtes pas timide? Ou bien vous étiez timide un peu? Très timide. Et Ah je bon, le suis toujours. Ah bon? Oui, On dirait pas. Ah ben, je cache ma timidité. Vous avez bien bossé. Je cache ma timidité. À titre d'exemple, je ne peux pas aller m'asseoir seule, par exemple, dans un restaurant. Ah non, je ne peux pas. Moi, c'est la chose que je fais le plus souvent. Moi, je suis bon, je marche dans la rue, j'ai la tête baissée, je ne regarde même pas à gauche, à droite. Des fois, je dépasse les gens.
Bon, ça m'arrive aussi souvent. Non, on ne peut pas vous asseoir seul dans le restaurant. Ah non, je peux pas. Bon, même au cinéma comme ça. Ah non, je peux pas. Puis dis donc, mais on dirait pas. Mais respect, franchement. Respect. Ils vous ont obligé à faire des présentations pour vous les entraîner. présentations. Et vous devez être stressé comme ça à faire des présentations. Dire ou. Ah non, non, je vous dis pas. Ça a commencé tout doucement à son niveau. Et puis après, un matin, il m'a lancé. Je transpirais de partout. Et en anglais. Ah ouais. Mais donc, déjà, l'anglais dans le parcours universitaire, où il a commencé Je l'ai plutôt pas fait. Je l'ai pas fait l'anglais. J'ai pas fait l'anglais. travail. Bon, enfin, c'était juste des heures d'anglais C'est au ça. lycée, ça et là. Les Go for English À et tout ça. ouais, c'est ça. À l'université, j'ai pas fait anglais. J'étais au Maroc et en Côte d'Ivoire et au Maroc, j'ai pas fait anglais. Et puis j'arrive dans le milieu professionnel, anglais. Dans le monde Les du livres, travail. anglais. Comment vous avez géré ça? C'était chaud. La prononciation, mais il a été formidable. Il m'a aidé à prononcer, il m'a donné des rudiments. Et comme je dis, encore une fois, il faut être passionné de la chose. Parce que quand on aime, on retrouve ses manches, on relève les défis et puis on se dit, telle personne a eu confiance en moi pour me donner tel poste, me donner telle responsabilité, je ne dois pas rater. Je ne dois pas décevoir cette personne. C'est ça. Et je profite pour demander aux étudiants d'avoir cette valeur. Les étudiants qui viennent en stage, et je leur dis, vous êtes 10, une vingtaine. On va en retenir 1 ou 2. Il faut que vous soyez parmi ce 1 ou 2. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire qu'un stagiaire qui vient, mon patron me disait, OK, on te donne tel travail, tu dois le faire, bien le faire dans le délai. Et tu dois demander plus. Donc, toute la différence est là. Celui qui vient demander plus, j'ai fini ça, qu'est-ce que je peux faire? Qui pose des questions. C'est celui-là, on se dit, tiens, voilà toute la différence. Il y a une valeur ajoutée. Exactement. Des stagiaires qui viennent, qui se contentent de faire leur truc, 16h30, ils s'en vont. C'est ça, les exécutants. Moi, à 16h30, j'étais là. Ouais. Étant stagiaire, je restais, je travaillais, je voulais comprendre. Donc, il faut aimer. Parce que quand on n'aime pas, ça. On ne peut pas faire ce genre de sacrifice. La différence, c'est la passion. C'est ça. Dans toute chose, il faut aimer ce qu'on fait. Et vous avez évolué comme ça au sein de Petrosi. Vous avez gravi les échelons. C'était pas facile parfois. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés pendant cette période? Donc déjà, on n'était pas beaucoup de dames. Ouais. Donc les hommes, ils ont des appréhensions. J'ai eu droit à certaines remarques. Remarques très sexistes, j'imagine. Oui, même pour plaisanter. Qu'est-ce qu'elle fait là même? Pourquoi elle n'est pas au secrétariat? Les femmes, vous êtes censées être à la maison. Nous servir du café. Voilà, quand vous êtes au bureau, vous devez sourire simplement et puis au moins que nos journées soient joyeuses. Oui, on a eu... Wow. Oui, si. Comment on se sent comme ça? On se sent vexé. Est-ce que vous répondiez? Au début, oui. Et puis après, je me suis rendu compte que ce n'est même pas la peine. Ouais. C'est le travail qui fait toute la différence. Ce n'est pas le bruit. Ouais. Donc, quand on vous met sur un projet et que vous rendez les résultats, on vous pose des questions, vous répondez, tout de suite, ça change. Ça ferme les bouches. Ça ferme les bouches. C'est le meilleur moyen. Ouais. Ça ferme les bouches, ça dit, tiens, voilà quelqu'un avec qui il faut collaborer. Ouais. Voilà. Et vos collègues féminines, comment elles vous percevaient aussi à cette période? Alors, donc, pendant une longue période, j'avais des supérieures féminines et j'avais pas de collègues féminines jusqu'à ce qu'après, on commence à embaucher un peu plus. Peut-être que j'ai contribué à ce qu'il y ait un peu plus de femmes aussi. Oui, il faut le dire. Ouais. Oui, il faut le dire. Il faut l'assumer. Et donc elles sont venues, j'ai essayé de les encadrer, les booster un peu, certaines un peu plus difficilement, mais les booster pour leur montrer que c'est faisable. Oui. On avait une supérieure qui est décédée malheureusement, qui avait à sa manière une façon de nous fouetter, de fouetter notre orgueil pour qu'on aille au-delà. Oui. Et ça payait en fait. Un exemple? Vous voyez, par exemple, elle pouvait venir à une présentation et puis vous avez pensé avoir bien fait, préparer votre présentation. Je vais tuer là. Voilà, je vais tuer. Et puis elle vous pose 2 petites questions qui vous déstabilisent. À quelques minutes de la présentation. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas prête du tout. Ça te déstabilise. Grave.
Et puis après, on se remet en cause. C'est vrai que sur le champ, on est un peu fâché, on est frustré. Oui. Et puis, on se remet en cause et puis on se dit, tiens, il faut que je relève. Moi, j'aime relever les Oui, défis. oui. Parce que je n'aime pas gâter mon nom. Ça, c'est important, la réputation. Ah, Surtout dans ce domaine, en fait. oui, parce que déjà, en tant que femme, bon, qu'est-ce qu'elle veut faire? Non, il faut que les femmes excellent dans leur domaine. On peut vendre de la loco, exceller. On peut être ingénieur sur une plateforme, exceller. Partout. Et les femmes, justement, ont ce pouvoir d'exceller. Mais il faut le savoir. Exactement. Il Il faut l'assumer. On a une force. Désolé, hein, les hommes. On est femmes. puissante. Ah oui, c'est ça. On aime bien faire aussi. Oui, les détails. Oui. Surtout Finition. les finitions. C'est important. C'est ça qui fait toute la différence. Oui. Entre un travail grossier et un travail bien fini. La recherche de la perfection. C'est ça. Comment s'est déroulé votre passage de Petrosi, donc la transition de Petrosi à la direction générale des hydrocarbures? Est-ce que ça a été une cassure ou bien juste une transition normale? Ça s'est fait de façon fluide? Alors, est-ce qu'il y a une différence de culture, de mission et tout ça? Alors déjà, il y a une différence de mission. Petrosi étant c'est vrai, une société d'État, mais c'est une société qui a le devoir de faire du business, un chiffre d'affaires. Et donc, on est axé sur les résultats et tout ça. Et donc, pendant 19 ans, j'ai fait ça. La performance, les résultats, la performance, les résultats. Et puis, donc, je passe et j'étais à l'amont pétrolier. Donc, l'industrie pétrolière est à l'amont, donc l'exploration, production, et puis à l'aval qui est le raffinage, la distribution. Et puis, donc, je suis nommée. Et je suis censée quitter Petrosi pour aller à l'administration. J'avais des appréhensions. Il y avait la joie d'avoir été honorée par monsieur le ministre. Et puis, il y avait des appréhensions. Est-ce que je peux? Pendant longtemps, j'ai travaillé comme ça. Je dois changer. Je suis à l'aval. Mais en même temps, il faut dire que pendant mon cursus à Petrosi, à un moment, je me suis mise aussi à faire de l'aval. J'ai eu à faire des formations pour voir toute la chaîne de valeur. C'était important. J'ai fait un diplôme de management déjà pour me préparer, parce qu'à un moment, on fait la technique, mais après, on aspire à être manager. Donc, exactement. Donc, me préparer. Je pense que ça a dû compter dans la balance. Et donc, j'arrive à l'administration. L'administration, elle est plus axée sur les stratégies, sur les politiques pour assurer l'approvisionnement en produits pétroliers de toute la Côte d'Ivoire. Donc là, ça change, c'est plus large déjà. On quitte la Petrosi et on va dans quelque chose de plus large. Et en plus, on est en contact direct, on va dire, avec les ménages. OK. L'amont, c'est les opérateurs et tout ça. Quand on dit pétrole, bon, ça ne touche pas vraiment le ménage, mais c'est la distribution. C'est comment faire pour que les ménages aient leurs produits et qu'il n'y ait pas de troubles et qu'il n'y ait pas ceci. Donc, c'est une autre façon de voir. C'est une autre réglementation. C'est, comme je dis, une autre approche. Mais j'avais des diplômes, j'étais plus ou moins préparée. On n'est jamais préparé à 100%. Et j'arrive donc, je trouve des collègues, des collaborateurs qui sont ouverts, qui sont disponibles et la collaboration passe. C'est vrai que certains avaient des appréhensions. C'est qui? Parce que à ce poste, est-ce qu'il y avait déjà eu une femme? Jamais. Vous êtes la première. La première. Donc, il y avait beaucoup d'appréhensions. Elle vient de Petrosi. Pourquoi c'est pas quelqu'un de chez nous? Oui. Pourquoi c'est une femme? Est-ce qu'elle peut assumer? Encore une fois, c'est femme, hein? On va leur montrer qui on est. Oui. Et donc, il faut être conscient de ces défis. Oui. Il faut être conscient de ce que les autres pensent. Bien sûr. Déjà à Petrosi, mais pourquoi tu vas à l'aval? On m'a posé ces questions. Pourquoi tu pars de l'amont à l'aval? Est-ce que c'est pas gratifiant d'aller à l'aval? Si. Oui. Si, mais les gens se demandaient, mais tu as fait ça toute ta vie? Oui. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Voilà. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? Donc, il faut être conscient de ça et puis se dire, j'ai 1, 2, 3 mois maxi pour montrer que j'ai ma place. Il ne faut pas perdre le temps. Donc, les premières prises de parole, les premiers styles de management, déjà, on dit, ah tiens,
monsieur le ministre avait raison. C'est ça. Encore une fois, comme je dis, je ne veux pas gâter mon nom. Je ne veux pas gâter le nom de la personne qui m'a envoyé. Ça, c'est important. C'est le travail. Le travail. Quel est votre style de management? Alors, il paraît qu'il n'y a pas un seul style de management. C'est face à certaines situations qu'on applique des styles. Je suis venue, d'abord, on va dire, avec un style collaboratif. D'abord, pour m'assurer que tous mes collaborateurs collaborent, excusez-moi le pléonasme, pour les écouter, pour ne pas qu'ils sentent que, bon, voilà, que c'est quelqu'un qui est venu imposer ces trucs. C'est important. Surtout quand c'est un nouveau domaine, il faut vraiment collaborer. Un style collaboratif. Et puis, il y a des moments où j'ai fait un style directif. Oui. Ah oui, c'est important parce qu'il y a une vision. On m'a donné des objectifs. Des prérogatives. Ben oui. Et donc, il y avait certaines, on va dire... des résistances. Des résistances. Donc, un style directif à certains moments pour dire, bon, voilà où on s'en va. Et vous devez suivre. Et puis, un style de coaching. Parce qu'il faut les coacher pour que, justement, demain, nul n'est irremplaçable. Il faut préparer les gens à des postes de management. Donc, des gens qui étaient plus terrain. Aujourd'hui, j'ai eu à les mettre à des postes de responsabilité pour qu'ils pensent rapport, même la rédaction d'un rapport, par exemple. C'est beaucoup de rapports dans l'administration. Beaucoup de rapports, donc il faut savoir s'exprimer. Oui. Et donc, aujourd'hui, de la même manière qu'on m'a demandé de faire des présentations, je voudrais qu'ils fassent des présentations. Donc, tout de suite, je les mets. Et ça a changé leur façon de voir. Je dis, même une seule diapo que vous mettez sur un PowerPoint, il faut être sûr de pouvoir expliquer. C'est ça. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Donc, on va dire, j'ai allié 3 ou 4 styles de management. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en train de piloter le premier salon historique des ressources extractives et énergétiques en Côte d'Ivoire, qui va accueillir le monde entier également et permettre aux populations de mieux comprendre ce secteur. Une des questions que je m'en voudrais de ne pas poser pour mes très chers abonnés et tous ceux qui vont tomber donc, sur cet épisode du podcast Des choses à dire, c'est la question du coût du carburant. Sur le marché international, on voit les fluctuations du brut, du Brent, comme on dit. Ça baisse, ça monte. L'Ivoirien, en général, il a tendance à dire, mais quand ça augmente, le prix augmente à la pompe. Mais quand ça baisse pas la pompe. Ça baisse. Voilà l'occasion d'expliquer les mécanismes de fixation de prix, donc du super, du diesel et tout, parce que dans la perception de l'Ivoirien, on a l'impression que les prix montent à la pompe et que ça ne baisse pas. Donc, comment ça se passe? Et là, vous venez de dire que ça baisse. Donc, comment l'Ivoirien le sent? Est-ce que peut-être même, dans quelques années, le prix va baisser? Nous sommes tous oui. La fameuse question. Déjà, avant de répondre à la question, alors tout à l'heure, vous avez dit qu'on pilote le CIREX. Déjà, je voudrais dire que c'est toute une organisation et je remercie au passage monsieur le commissaire général du CIREX et tous les commissaires généraux adjoints et toutes les commissions. Donc, on les salue tous. Voilà, c'est toute une entité qui organise ce salon, coiffé bien sûr par le comité de pilotage avec à sa tête monsieur le ministre lui-même. Alors, pour en revenir à la question, la structure des prix, plusieurs composantes sont dans la structure des prix. Je ne suis pas spécialiste de ce secteur, mais déjà, ce que je peux dire à l'Ivoirien lambda, l'État supporte beaucoup de choses. Okay. Aujourd'hui, que ce soit pour le gaz, que ce soit pour le carburant, les prix sont homologués sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Dans la sous-région? Dans la sous-région et dans plusieurs pays. Parce que le coût du transport s'ajoute au prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pu, on va dire, diversifier ses sources, si je peux parler comme ça.
tout le carburant ne provient pas d'Abidjan. Il y a des points qu'on appelait points zéro, d'accord? Tout comme le gaz aussi, des points zéro, donc à San Pedro, à Boaké, à Yamoussoukro, de sorte que ça réduise les coûts de transport. Les coûts de transport. Je vais faire une petite pause. Donc, tout n'est pas concentré à Abidjan en termes de distribution donc, du pétrole. Et ça se fait par des pipelines? Alors, donc déjà, il y a un pipeline qui relie Abidjan à Yamoussoukro. Et donc, Yamoussoukro est censé desservir et dessert toute la zone de la région de Yamoussoukro et au-delà. Ok, donc, jusqu'au nord. Jusqu'au nord, et même jusqu'au Mali et au Burkina. Ah, le pipeline arrive jusqu'au... Non, le pipeline n'arrive pas, Oui. c'est juste avec les camions citernes. Les camions citernes, mais le projet est censé continuer jusque là-bas. Ok. Voilà, c'est un pipeline qui doit aller jusqu'à l'Interland. D'accord. Donc, pour le moment, le pipeline arrive à Yamoussoukro, mais de là-bas, il y a les camions citernes qui font le relais. Et donc, ce coût de transport est supporté par l'État ivoirien, que ce soit pour le gaz ou le pétrole. Et c'est ce qu'on appelle la subvention. L'État ivoirien, normalement, les marketeurs, quand ils prennent du produit à Gestossi, Yamoussoukro ou à Gestossi, Abidjan, qui vont dispatcher dans les sous-régions, il y a un tarif de transport qui est appliqué. Les transporteurs ont leur part, les marketeurs ont leur part, mais ils se font rembourser par l'État. Okay. Et ça, ce n'est pas répertorié, ce n'est pas appliqué à l'Ivoirien. Donc, c'est ce que l'Ivoirien n'a pas intégré. Parce que si on devrait, un peu comme par exemple, quand on prend le prix de la tomate, ce n'est pas le même prix à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Qu'à l'intérieur, vous voyez. Et ça, c'est supporté par le ménage. Alors que dans le domaine des produits pétroliers, ce n'est pas le cas. Donc, le coût du transport n'est pas supporté par le ménage. L'État ivoirien prend et ça coûte énormément, le transport. Chaque mois. Chaque mois, le transport. Donc, c'est pour ça que quand ça baisse, on n'a pas l'impression que ça baisse véritablement. Hein. C'est sur du long terme. Aujourd'hui, avec nos ressources, nos réserves qui vont être développées, bien évidemment, je ne vais pas m'engager, c'est vrai, au niveau... je ne suis pas la voix autorisée à parler de ça, mais il se pourrait qu'il y ait des améliorations. Donc, pour l'Ivoirien lambda. On peut espérer dans quelques années, peut-être même d'ici 1 an ou 2, de revenir à 715 le litre de super. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec tous ces gisements. Pourquoi pas? Croisez-toi. Avant de terminer cet épisode, qui pour moi est une découverte, parce que c'est un secteur que je ne connais pas, mais qui me fascine aussi, au regard de toutes ces découvertes. Vous savez, il y a beaucoup d'argent dedans aussi, c'est pas faux. Mais aussi, on aime beaucoup, surtout dans le domaine des mines, les pierres, l'or et tout ce qu'on peut en faire. Et excusez-moi, justement, je voudrais dire que justement aussi, Rex, il y a un stand qu'on a appelé marché artisanal. Donc, il y aura les bijoutiers viendront présenter leur savoir-faire. Donc, voilà, pour tous ceux qui sont friands de bijoux, de pierres et tout ça, ben, ils sont invités à venir. On pourra venir essayer de polir, bon, ça c'est de l'émeraude là, oui. On pourra venir essayer de polir des pierres précieuses, ce genre de choses oui, et tout ça. Oui, ah. oui. Bon, notre portefeuille aussi va crier yes. Hein. Il faut s'y préparer. Hein. Vous aurez beaucoup de pierres précieuses à acheter certainement, mais aussi vous aurez de la pratique aussi. Oui. Voilà, découverte. C'est ça. Ça sera beau à voir. On ne peut pas parler de ce secteur sans parler de technologie, parce que je pense que ces 20-30 dernières années, dans la géologie, dans les explorations pétrolières qui sont menées pour découvrir des gisements, la technologie a beaucoup apporté, les découvertes technologiques ont beaucoup apporté, parce que quand vous devez mettre 200 millions de dollars pour juste explorer et vous assurer qu'effectivement, dans cet espace, sur ces terres, il y a effectivement du pétrole, ou il y a effectivement de l'or, du cobalt ou autre chose. Il faut pouvoir avoir des satellites, certainement, qui permettent de pouvoir couvrir cette zone et effectivement vous permettre de
avant de creuser, Mhm. de savoir qu'il y a ces ressources C'est ça. qui y sont disponibles. Quelles sont les technologies actuelles qui sont utilisées et qui permettent donc aux entreprises et aux industries minières et pétrolières de gagner du temps, de s'assurer un pourcentage de découverte beaucoup plus sûr? Qu'est-ce qui existe actuellement? Alors, il y a une panoplie de technologies. Quand on prend le domaine du pétrole, des hydrocarbures, Mhm, déjà au niveau de l'exploration, il y a toute la sismique, on va dire la sismique, j'appelle ça un peu l'échographie du sous-sol. mhm. D'accord. Et il y a aujourd'hui le développement, on a jusqu'à une sismique 4D qui permet de mieux visualiser les gisements, savoir comment ils sont, et On voit toutes les couches. toutes les couches, et même de simuler les types d'hydrocarbures ou des types de fluides qu'on a à l'intérieur. Donc, est-ce que ce sont des réservoirs à eau Mhm. ou à gaz ou à huile? Donc, aujourd'hui, la technologie nous permet de dérisquer ces gisements et ces forages. Au niveau des mines d'or et tout ça, Mhm. la technologie existe aussi pour pouvoir mieux visualiser le sous-sol et mieux cerner les gisements, leur extension et tout ça. Donc, il y a une panoplie de technologies aujourd'hui qui permet, on va dire, de dérisquer, mais il n'y a pas de risque zéro, Bien sûr, bien sûr. bien sûr. Concernant, par exemple, la surveillance des sites, Mhm. nous avons des drones Oui. aujourd'hui qui permettent de surveiller les sites et d'avoir une meilleure sécurité de tous ces sites-là, ce qu'on n'avait pas avant. Il fallait compter sur L'humain à l'humain et part tout ça entière. à part entière. Et ça, on ne pouvait pas couvrir toute la zone. Aujourd'hui, on a des drones qui vont traverser toute une zone et vous envoyer des données en temps réel. Donc, vous voyez. Et une autre chose aussi qu'on attend justement de ce Mhm. salon, c'est qu'il soient présentées toutes les technologies possibles. Les structures sont invitées à avoir des stands. Et justement, parmi les sociétés qui se sont inscrites, il y a des sociétés qui ont des stands qui viennent exposer leur savoir-faire, montrer leurs logiciels et leurs applications qui ont été mises en place. Et nous avons pour couronner de tout le concours Hackathon qui a Oui. été lancé, qui permet donc, qui va couronner, qui va récompenser les meilleures, on va dire, les meilleures technologies innovantes pour nous permettre d'aller de l'avant dans, dans, dans nos activités. Donc, effectivement, le CIREX est le salon aussi de l'innovation technologique. Dans le domaine des mines, de l'énergie et du Et du pétrole. pétrole. On peut rappeler les prix que vont gagner, les numéraires, que vont gagner les meilleurs de chaque catégorie dans le hackathon. Le hackathon. Alors, donc, pour chacun des secteurs, il y a trois finalistes. Mhm. Le premier prix dans chaque secteur repartira avec 10 millions de francs. Quand CFA. même, hein, c'est Ah énorme. oui, quand même. Quand même. Ah ouais. Ah oui. Et c'est pour ça que chacun doit montrer tout ce qu'il sait faire, mais vraiment Mhm. au détail près. Exactement. Le deuxième aura 2 millions Mhm. et le troisième aura 1 million. On rappelle que c'est combien de catégories? 4 ou 5? Trois catégories. Trois catégories Ok, et d'accord. 3 secteurs. 3 secteurs. Donc, on aura 9 finalistes. Ok. Donc, 3 dans le secteur mine. Le premier aura 10 millions, 2 millions et 1 million pour le deuxième et troisième. Pareil pour les hydrocarbures, 10, 2 et 1. Mhm. Et l'énergie, 10, 2 et 1. Près de 37-38 millions environ fait. qui seront partagés Partagés. à ces participants au hackathon, qui sont C'est pour la ça. plupart des étudiants, Des entrepreneurs, des startups, startups voilà. et tout ça. Ça s'annonce réluisant. On va terminer par la formation, les compétences. Pour un secteur en croissance et en développement, hein, la formation des compétences techniques est cruciale. On veut faire du secteur des mines, de l'énergie, du pétrole, le deuxième pilier de l'économie ivoirienne au regard de toutes les potentialités et de toutes les découvertes qui ont été faites et qui vont être faites. Mhm. Mais il faut qu'on ait des compétences techniques pointues C'est ça. dans ce domaine. Comment la Côte d'Ivoire prépare les futures générations
aux métiers donc, des ressources naturelles et à la fois dans les domaines techniques, mais également dans la gestion, dans le management. Je sais qu'il y a une école, si je ne m'abuse, une école spécialisée dans le pétrole qui a été mise en place aussi à l'INPHB. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres écoles spécialisées dans le domaine des mines, dans le domaine de l'énergie en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut avoir la panoplie de toutes les formations qui existent pour les étudiants et aussi les personnes qui souhaiteraient certainement se reconvertir dans ce secteur à forte croissance? Quelles sont les écoles qui sont disponibles et les formations? D'accord. Alors, effectivement, vous touchez un point. La formation est essentielle. Aujourd'hui, on est en train de faire la promotion du contenu local. Il faut en même temps aussi que nos sociétés, que nos prestataires soient au plus haut niveau de la formation. Et pour ce faire, justement, la Côte d'Ivoire est un pays qui est très avancé en termes de formation. Vous avez des étudiants des sous-régions, de la sous-région, du Togo, du Bénin, qui viennent se former à l'INPHB, qui est une école d'excellence depuis des années. Il y a une renommée qui est internationale, qui allie toutes les filières de ces trois secteurs. Vous avez des énergéticiens, des géologues qui sortent de là. Nous avons l'université Félix Houphouët-Boigny. Et vous avez des grandes écoles aujourd'hui qui sont installées ça et là, qui permettent de former nos étudiants à ces trois secteurs. Parallèlement à ça, nous avons au sein de certaines structures, de plus en plus, le volet formation qui est un pan essentiel. Et les structures mettent un point d'honneur à former leur personnel parce qu'en fait, c'est un recyclage permanent. Autant pour les étudiants qui doivent avoir un bon niveau, mais il faut se former. On a parlé de technologie, il faut être à la pointe. Pour pouvoir interpréter une sismique 4D, il faut savoir ce que c'est qu'une sismique 4D. Donc, les sociétés mettent un point d'honneur à former leurs employés en Côte d'Ivoire et à l'étranger aussi. Et nous avons aussi les partenaires qui, dans le contrat, ont pour obligation de former en termes de contenu local. Il y a la formation, le transfert de compétences qui doit se faire. Et donc, nous avons des partenaires comme Eni, Foxtrot et autres, pour ne parler que de ceux-là, qui ont des programmes aussi de formation des Ivoiriens à ces trois métiers, à ces trois secteurs. Donc oui, la formation est essentielle. Et puis, autre chose aussi que je voudrais dire, pour les employés, il ne faut pas forcément attendre aussi qu'une société vous forme. Des fois, il faut prendre des initiatives. Vous avez connaissance de tels certificats ou de tels programmes qui peuvent vous faire avancer. Vous pouvez le proposer à votre société. Si elle est partante, d'accord. Si elle n'est pas partante, que vous la jugez importante pour votre profil de carrière, que vous pouvez la financer. Vous pouvez investir dans votre formation. C'est important. C'est important. Donc voilà. La formation est essentielle. Les compétences techniques pointues sont également essentielles, surtout dans un monde qui est de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle. Plus votre spécialisation est pointue, plus vous êtes recherché. Et dans un secteur tel que les mines, le pétrole et l'énergie, il faut vous-même vous renseigner sur les métiers qui sont beaucoup plus demandeurs en termes de ressources, mais pour lesquels il n'y en a pas suffisamment, en fait, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, tout est accessible et sur le site du ministère, mais également en ligne. Les métiers, les formations, les débouchés, les salaires, étudiants, PME, tout est accessible. En plus, vous avez l'occasion de venir au CIREX à partir du 27 novembre au Parc des Expositions pour en savoir plus. Dernière question taquine, je dis toujours dernière question, mais on va finir, ne vous inquiétez pas, mais c'est tellement passionnant. Vous êtes ingénieur, géologue. Oui, ça passe vite. Hein. C'est une discussion, c'est une causerie, c'est fluide. Vous êtes ingénieur en géologie. Est-ce qu'on a déjà eu des secousses sismiques en Côte d'Ivoire à un moment donné? Est-ce que notre territoire est une zone sismique?
Fort heureusement, non. OK. Alors déjà, la Côte d'Ivoire est située dans on va dire, dans un domaine géologique assez stable. Vous voyez, c'était l'une des passions, comment la tectonique des plaques s'est faite, C'est fort. comment les continents se sont séparés. Mhm. Et la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, est dans une zone relativement stable comparée à certains pays qui ont des failles qui sont tout le temps en train de jouer ou des volcans qui sont en éruption. Nous, on a un bassin qui est relativement stable. Et donc, je ne dirais pas qu'on n'a pas de... Il y a un risque zéro, ou voilà, non, il n'y a pas de risque zéro, Mhm. mais non, pour le moment, et on espère pour bien longtemps, On peut dormir on tranquille. peut dormir tranquille. Même des volcans éteints, on n'en a pas. Non, non, Tout est tranquille. c'est ça. C'est un pays béni. Oui. Un dernier mot pour le CIREX, pour inciter donc les personnes à y participer et surtout motiver donc ces jeunes, ces familles, ces experts à y prendre part et à apporter leur contribution. Alors, le CIREX est déjà arrivé. Mm. On l'a lancé depuis quelques mois déjà. Les professionnels, on va dire, sont un peu plus avertis puisqu'ils se sont inscrits. Mais la campagne de promotion continue. Donc, vous, les professionnels, c'est le lieu à ne pas manquer. Les ministères, les sociétés, les pays invités, c'est le lieu de créer des partenariats sud-sud et nord-sud. L'Afrique a des potentialités et fait face à des défis. Donc, nous avons le devoir de produire nos ressources, mais en respectant l'environnement. Nous avons le devoir de trouver des financements parce que ce sont des projets qui sont très budgétivores. Et donc, c'est pour tous ces échanges, ces partages d'expériences que les professionnels sont invités au CIREX. Et pour conclure des contrats, se faire du business, comme on le dit. Pour les étudiants, on en a longuement parlé pendant cette interview. C'est le lieu de venir connaître les métiers de ces trois secteurs. Secteurs très prometteurs, secteurs d'avenir. L'agriculture, c'est vrai, aujourd'hui. Le secteur tertiaire, notamment les ressources, le secteur secondaire, pardon, notamment les ressources extractives et énergétiques, ont un poids. C'est le nouveau pilier de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et donc, il ne faut pas rater ce train-là. Il faut être dans ce train parce que c'est le secteur prometteur. Donc, pour les étudiants, venez connaître les différents métiers qui s'offrent à vous. Et pour le grand public, venez simplement connaître ces secteurs pour pouvoir justement orienter vos enfants. Pendant longtemps, toutes les familles cherchent à avoir des médecins. Ben, c'est vrai, on en a toujours besoin, mais on a besoin d'avoir des géologues, des miniers, des énergéticiens pour penser stratégie, pour justement réduire les coûts d'électricité, pour les impacts environnementaux. Les impacts environnementaux, voilà. Donc, et puis, pour connaître, comme j'ai dit au début, voir des lingots d'or. Rêver. Voir une maison solaire tout équipée. Ouais. Donc, avoir des gestes, des fois, qu'on ne connaît pas. Quel type d'ampoule il faut, comment changer un raccord de gaz, quelle durée il faut, voilà. C'est tout bénef pour tout le monde. Profitez-en. Profitez-en. En plus, c'est accessible. C'est accessible. Et en plus, la Norvège est le pays invité, le pays d'honneur qui va venir partager son expérience parce que c'est une économie pétrolière et je pense qu'il y aura énormément de partage d'expérience avec ce pays qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup de choses à nous apprendre. Et la Norvège, en plus de la Norvège, nous avons plusieurs pays qui sont invités, qui ont, pour chaque secteur d'activité, hein, pour le secteur des mines, nous avons des pays comme le Botswana qui sont très avancés. Pour le secteur des hydrocarbures, donc comme vous avez dit, il y a la Norvège, nous avons le Nigeria qui sont des pays qui sont avancés.
Pour l'énergie, nous avons des pays comme l'Algérie, nous avons beaucoup de pays qui sont invités, qui vont nous permettre de partager les expériences et enrichir pour que vraiment chacun reparte de là avec des stratégies propres à son pays, mais des stratégies communes. Parce qu'il ne faut pas oublier, en Afrique, nous avons les mêmes défis et fort heureusement, nous avons des institutions comme la CEDEAO, comme l'UMOA, qui nous permettent d'avoir des directives qui fédèrent, qui synchronisent nos actions pour que nous soyons justement des nations plus fortes. Madame Aka, vous aviez des choses à dire? Vous pensez que vous avez toutes dites? Je pense qu'on a dit l'essentiel. On ne peut pas tout dire. On a dit l'essentiel et... La suite, ça sera au Cirex. Cirex. Je vous dis merci. Merci pour votre disponibilité. Merci surtout pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires que je reçois régulièrement, que ce soit sur mon WhatsApp, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs. Merci d'être des fidèles abonnés et d'apprécier les invités que je vous amène, des invités de qualité, des experts qui ont des choses à partager, des choses à dire et qui me permettent moi également d'apprendre et de m'enrichir en termes de connaissances. Merci énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun épisode chaque dimanche. Et d'ici là, restez connectés. Je vous dis bye bye. Je voudrais juste, moi, ajouter et vous dire un grand merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Merci pour toutes ces questions qui nous ont permis justement de balayer tous ces 3 secteurs. Si j'ai pu être utile un tant soit peu, à la population ivoirienne à travers les réponses, c'est à vous le remerciement. Merci. Merci infiniment pour votre temps. C'était un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Ciao, ciao et à très bientôt.